Alors, quelques points de préambule. D'abord, je le rappelle, je me considère comme journaliste, donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour défendre ou attaquer qui que ce soit, mais pour réfléchir sur une actualité dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et sur cette actu, mon but, c'est d'apporter autant que possible des faits et des éléments sourcés pour que vous puissiez y réfléchir et vous faire votre propre opinion. Mais je précise, je ne suis moi-même qu'une personne, un humain, donc j'ai un regard situé, je peux me tromper, je peux ne pas être assez renseigné sur un sujet ou avoir un angle mort, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes en désaccord, à condition évidemment que vous restiez poli, ça ne sert à rien de m'écrire des messages d'insultes, je ne les lirai pas. Il y a 2 jours, samedi 28 février, je suis tombé sur une du journal Libération parfaitement spectaculaire. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et qu'on en discute un petit peu. Donc on a cette une avec ce titre énorme, Mélenchon, la dérive, et juste dessous, il y a écrit avec sa sortie au Roland antisémite jeudi soir à Lyon, le leader de la France insoumise franchit une nouvelle étape de sa tactique cynique de fracturation de la gauche. Donc déjà, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que chez Libé, on n'y va pas de main morte et que ça a l'air, quand on lit cette une, affreusement grave. Moi, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, c'est vraiment, il a dû se passer une dinguerie. Les éléments de langage sont très clairs. Il y a antisémitisme, on a le mot cynisme, on a cette expression fracturation de la gauche, des mots très forts. Et la une, elle est extrêmement violente. Elle ne cache pas du tout son parti pris, qui est de nous faire sentir Mélenchon comme une menace. Et en cherchant, en essayant de me renseigner sur ce qui s'était passé, je me suis quand même assez vite rendu compte que de nombreux autres médias avaient à peu près la même ligne que Libération. Mediapart a publié un article intitulé « Complotisme et antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon scandalise la gauche ». Dans Le Monde, c'était « Jean-Luc Mélenchon accusé d'antisémitisme après des propos sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein ». Et ça a vraiment fait le tour des rédactions, puisque l'actu a aussi été traitée par BFM, qui en a carrément fait des plateaux avec des invités. En gros, c'est devenu un truc énorme au point que même Emmanuel Macron, notre président de la République, a fait un tweet pour en parler. Donc, apparemment, quelque chose de très grave s'est passé, mais quoi exactement? On va essayer de comprendre. Si on cherche un peu, le point de départ de l'affaire, il est assez facile à trouver. C'est un extrait d'une vingtaine de secondes repris du discours tenu par Jean-Luc Mélenchon à Lyon le jeudi 26 février. Dans cet extrait, Mélenchon, en gros, il s'attarde pendant un bref instant sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein. Donc, Jeffrey Epstein, si vous ne voyez pas très bien qui c'est un pédocriminel américain mort en prison en 2019 et dont les multiples relations dans les milieux économiques et politiques qui sont tout à fait confirmé par la publication de nombreux documents de l'administration américaine. C'est pas du tout un truc complotiste, parce que dit comme ça peut en avoir l'air. Et ben, en gros, donc, les relations de Jeffrey Epstein avec de nombreux milieux politiques et économiques sont au centre aujourd'hui d'une immense crise politique dans lesquelles sont cités de nombreux représentants de certains des plus grands États du monde. Et donc Mélenchon, il évoque brièvement cette affaire dans son discours. Je pense que le mieux, c'est qu'on regarde directement l'extrait et on va en reparler ensuite. Pour le contexte, à ce moment-là, il est en train de faire une critique des médias. Il parle notamment, je crois, de France Info et il critique la manière dont France Info a parlé de lui dans des articles récemment. Et là, donc, il passe un peu du coq à l'âne sur l'affaire Epstein. Voilà, le droit à la défense. Allez vous faire voir le secret de l'instruction, ce sera une autre fois. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Vous pouvez tous progresser. Donc voilà la phrase qui a créé la polémique, je vous la relis. L'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe. Epstein. Alors maintenant, vous direz Epstein au lieu d'Epstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire. On peut dire déjà que de base, quand on entend ça, en tout cas moi quand je l'ai entendu la première fois, ça m'a pas franchement fait sursauter, mais j'ai surtout pas très bien compris quoi. Ça paraît assez nébuleux de prime abord, mais en réalité, quand on fouille un peu, effectivement, il y a quand même bien un problème dans les propos de Mélenchon, parce que si on regarde, on peut voir qu'ils font écho avec certaines prises de parole dans les sphères d'extrême droite et les milieux antisémites français. Attention, ça ne veut pas dire que c'est volontaire, ou ça ne veut même pas forcément dire que ce qu'a dit Mélenchon, c'est forcément
antisémite. Mais il y a bien un contexte, et si on veut comprendre l'affaire, je pense que c'est important de tout avoir en tête. Déjà, il faut comprendre que Jeffrey Epstein, qui était donc un pédocriminel et un violeur en série au centre d'une affaire de trafic sexuel mondial, eh bien, Jeffrey Epstein, il était juif. Je vais le dire clairement, l'appartenance d'Epstein au judaïsme, ça n'a aucun rapport dans l'affaire. Ça n'a joué aucun rôle dans ses relations, ses réseaux d'influence ou quoi que ce soit. Epstein, c'était un pédocriminel et le judaïsme n'y est pour rien. Mais malheureusement, ça a été repris par des mouvements antisémites pour alimenter une croyance dans un pseudo complot juif en réactivant ce vieux mythe antisémite de, en gros, la personne juive toute puissante qui manipulerait soi-disant les élites dans l'ombre. Et il y a eu une espèce de grosse obsession des mouvements antisémites qui s'est développée pour l'affaire Epstein. Dans les sphères complotistes d'extrême droite, on voit depuis quelque temps une instrumentalisation du fait que Epstein se prononce Epstein, mais s'écrit Epstein. S-T-E-I-N à la fin. L'idée, c'est de sous-entendre que la judéité de Jeffrey Epstein serait en quelque sorte dissimulée par le système. Alors, on ne sait pas trop c'est qui le système, mais il y a ce système qui manipulerait. On parle évidemment de stéréotypes et de discours qui sont ceux de la fachosphère, hein. Et donc, dans leur discours, il y aurait donc cette volonté de cacher la judéité de Jeffrey Epstein pour cacher la responsabilité des Juifs dans les horreurs qu'il aurait commis. Je vous cite un tweet qui m'a été envoyé par une collègue journaliste qui s'appelle Melissa Amneris. D'ailleurs, j'adresse une grosse dédicace à Melissa pour son travail sur le sujet. Si vous connaissez pas le travail de Melissa Amneris, allez la suivre sur Insta et Twitch. Elle fait un super boulot. Et donc, elle m'a relayé un tweet, Melissa, qui a été écrit par un militant antisémite, où on peut lire, je cite, « La classe médiatique française s'efforce de prononcer le nom de Jeffrey Epstein de sorte à faire oublier son appartenance communautaire. » Sous-entendu juive, hein, ça c'est moi qui rajoute. « L'appeler Epstein, ça sonne russe, c'est mieux. » Entre parenthèses, Poutine, Staline, Lénine. Cette rhétorique, elle a été largement reprise par des représentants du négationnisme et de l'antisémitisme comme Ivan Benedetti. Ivan Benedetti, c'est un ancien du FN et aussi un militant bien connu des milieux antisémites et négationnistes. Il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité et il avait rendu hommage au négationniste Robert Forisson après sa mort en 2018. Donc c'est une personne très ouvertement antisémite et très active dans les sphères antisémites. Et donc Ivan Benedetti, récemment, il a tweeté, c'est encore Melissa Amneris qui m'a relayé le tweet, hein, merci à elle, et donc il a tweeté, je cite, « Si vous ne voulez pas être accusé d'antisémitisme, prononcez Albert Einstein, Einstein, comme Jeffrey Epstein, Epstein, ça fait moins juif et plus russe. » Et ce genre de sorties, on a pu les retrouver aussi chez des personnes très connues de la sphère négationniste d'extrême droite française, comme le négationniste et raciste condamné Alain Soral, qui avait dit, je cite encore, c'est des propos qui sont rapportés par l'historien Marc Nobel, il avait dit Alain Soral, « On dit à la fois Weinstein et Epstein parce que sinon le tropisme communautaire se verrait un peu trop. Sous-entendu, on prononce Epstein pour cacher que le nom serait juif. » Et du coup, si on en revient à ce qu'a dit Mélenchon à Lyon, si on est honnête, les propos ne sont pas exactement les mêmes que ceux de Soral par exemple, mais on retrouve quand même des éléments communs très nets. Le fait d'insister sur la prononciation, hein, l'affaire Epstein, je voulais dire Epstein, ça c'est ce qu'a dit Mélenchon. Le fait de rattacher ça à un soi-disant côté russe, je cite, ça fait plus russe Epstein. Vous avez vu dans les extraits que je vous ai dit que c'est quelque chose qui revenait à chaque fois. Bon, c'est des éléments de langage qui se retrouvent nettement chez les antisémites que j'ai cités. Mais attention, il y a quand même une grande différence. Chez Mélenchon, il n'y a aucune référence explicite aux personnes juives dans ce qu'il dit. Ça, tout le monde est à peu près d'accord, hein, même les journalistes de Libé et tout qui ont critiqué Mélenchon. Donc, ils ne disent pas que Mélenchon a tenu exactement les mêmes propos, mais que c'est ressemblant. Et ce qui serait problématique, en fait, ce serait le sous-texte de la phrase. En gros, si on en croit ses détracteurs, Mélenchon jouerait volontairement avec cet imaginaire antisémite en faisant ce qu'on appelle un dog whistle. Je cite Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à l'Université de Londres, qui expliquait au journal Le Point que pour lui, c'est évident, Mélenchon a fait, je cite, un dog whistle, littéralement un coup de sifflet, un message codé adressé aux antisémites qui savent très bien de quoi il retourne. Pour Philippe Marlière, professeur de sciences politiques, il s'agirait donc d'un dog whistle antisémite, et ça, pour lui, c'est soi-disant indéniable. Mais est-ce que c'est vraiment aussi net ?
Pour comprendre, on va essayer de s'intéresser plus en détail à la mécanique du dog whistle. Donc, on va faire un petit détour là-dessus. Je pense que c'est important pour ensuite pouvoir revenir à ce qu'a dit Mélenchon et réfléchir de manière rationnelle à ce qui s'est passé. Le dog whistle, donc, c'est une manière dissimulée de tenir des propos répréhensibles en les cachant dans des tournures de phrases anodines. On dit dog whistle parce que ça veut dire en fait siffler pour chien. Il y a dans le dog whistle en fait cette idée de quelque chose que seules certaines personnes peuvent entendre, comme les sifflets à ultrasons que seuls les chiens entendent. C'est très pratique comme technique rhétorique parce que ça permet en fait de parler à un groupe politique en disant des choses parfois très graves, mais ensuite de pouvoir démentir le propos si jamais l'opposition relève le sens. En gros, on passe un message, mais en le tournant de manière codée, ce qui fait qu'on peut l'annuler si on veut en disant « Ah, mais j'ai jamais voulu dire ça, non, 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 c'était pas du tout mon intention, vous n'avez rien compris ». Le problème du dog whistle, c'est que par nature, il est caché, il est dissimulé. Donc c'est particulièrement difficile de savoir si c'en est vraiment un ou pas. Par exemple, on sait qu'un discours peut ne pas être compris de la manière dont son émetteur l'imagine. Ça a même un nom, le sociologue Stuart Hall appelle ça le décodage oppositionnel. En gros, quelqu'un dit un truc sans penser à mal, mais une partie du public y voit un double sens et du coup crée un sens différent de celui voulu par l'auteur. Je vous donne un exemple de ça que je trouve assez intéressant, c'est la chanson Born in USA de Bruce Springsteen. C'est une chanson qui raconte le retour d'un vétéran du Vietnam issu des classes ouvrières, un mec qui est dégoûté de son pays et qui est en pleine désillusion du rêve américain, mais à cause du refrain hyper entêtant qui répète Born in USA, la chanson elle a été accaparée par des politiciens de droite comme chanson ultra patriotique et c'est même devenu un hymne nationaliste qui a été repris par Reagan et même plus récemment par Donald Trump. Donc, on voit bien qu'on a un message qui a un double sens, mais ça, c'est pas un dog whistle. Oui, il y a un double décodage, mais c'est pas du tout volontaire. L'auteur n'y est pour rien. Et la personne qui a émis le discours, ben, elle se retrouve juste à avoir son message qui est mal compris, mal interprété. Et c'est très très différent du dog whistle. Donc ce qui est très important dans ce genre d'affaires, en premier lieu, si vous voulez reconnaître un dog whistle, c'est de pouvoir montrer de manière avérée que l'émetteur cherche avec certitude à transmettre un double sens. Un exemple que j'ai personnellement souvent vu sur le terrain, à l'époque où j'enquêtais sur des groupuscules et des groupes aux idées d'extrême droite, c'était par exemple l'usage du terme racaille. Souvent, dans les prises de parole de certains groupes, il y avait un usage du mot racaille qui était fait en jouant un peu sur un double sens. Étymologiquement, racaille, ça veut dire un groupe délinquant et redouté pour son comportement antisocial, sans que ce soit rattaché à une origine particulière. Mais à l'usage, en France, racaille, c'est aussi devenu quelque chose qui est utilisé pour assimiler certaines populations, notamment immigrées, à la délinquance. Et du coup, en fait, des groupes d'extrême droite, quand j'enquêtais, je le voyais, ils utilisaient le mot en jouant sur le double sens. Par exemple, Génération Identitaire, ils faisaient des patrouilles anti-racaille dans le métro à Lyon. Dans leur communication, c'était soi-disant pour lutter contre les comportements délinquants et les incivilités. Mais dans les faits, en fait, c'était des groupes de blancs, d'extrême droite, voire néo-nazis, qui ciblaient des personnes racisées et pour eux, racaille, ça voulait forcément dire immigré ou non blanc. Mais en disant racaille dans leur com, ça leur permettait de stigmatiser implicitement les populations migrantes sans être accusés dans leurs actions de racisme, tout en faisant bien comprendre à celles et ceux qui voulaient les rejoindre que le racisme, il était bien présent au centre de leur idéologie. Pourquoi dans ce cas-là, on est sûr du dog whistle ? 1. Parce qu'on est sûr de l'intention de l'émetteur. On sait que Génération Identitaire, c'est un groupe d'extrême droite, que dans leur communication sur d'autres supports, ils font clairement et explicitement le lien entre immigration et délinquance, et que leur fondement idéologique, c'est de s'en prendre aux personnes étrangères ou non blanches. 2, parce qu'on est sûr que parmi les récepteurs, les auditeurs du message, les gens qui écoutent Génération Identitaire, une partie va forcément comprendre le double sens parce qu'ils sont acquis aux mêmes idées. Pour les gens qui aiment Génération Identitaire, racaille, ça veut forcément dire immigré ou personne non blanche. On sait par exemple que Brenton Tarrant, le terroriste de Christchurch, un mec qui a assassiné 51 personnes sur un motif islamophobe et raciste, il faisait partie des donateurs réguliers de Génération Identitaire, au point qu'il avait même le statut, je cite, de membre bienfaiteur. Je pense que ça situe qui étaient les gens qui suivaient Génération Identitaire. C'est évident que Brenton Tarrant, tu lui disais racaille, il pensait de manière raciste et xénophobe immigré. De toute façon, on sait que la haine et la discrimination des personnes en raison de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur religion, c'était le centre absolu de l'idéologie de Génération Identitaire et la raison pour laquelle ils étaient soutenus par certaines personnes et aussi la raison pour laquelle ils ont été dissous plus tard. Donc le dog whistle est certain
parce qu'on peut démontrer avec certitude l'intention de l'émetteur et le décodage du message par une partie des auditeurs qui sont acquis aux mêmes idées. En gros, on peut affirmer, sans se tromper, que la personne qui parle, le locuteur, et que au moins une partie des auditeurs partagent le même univers de sens. Il y a donc bien un dog whistle. Dans l'affaire du meeting de Mélenchon, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il, oui ou non, un dog whistle, comme l'ont affirmé certains médias? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dire Epstein ou Epstein, ce n'est pas à proprement parler antisémite, comme on a pu l'entendre sur certains plateaux télé. En fait, selon la sociolinguiste Maria Candéa, qui a été interrogée notamment par Le Parisien, en français, les noms d'origine germanique sont rarement anglicisés. Et on a donc tendance à les prononcer à l'allemande. C'est pour ça qu'on dit Einstein, Frankenstein et qu'on a beaucoup dit Weinstein dans l'affaire Weinstein. La sociolinguiste Maria Candéa explique qu'en français, il n'y a pas vraiment de règles formelles sur la prononciation de ce genre de mots et que c'est, je cite, un choix phono-stylistique. Donc, dire Epstein en soi, c'est pas antisémite et ça ne suffit en aucun cas à confirmer un dog whistle à l'extrême droite ou quoi que ce soit. Mais dire ça, ça résout pas non plus totalement le problème de la phrase de Mélenchon. En fait, le problème dans la phrase de Mélenchon, il est ailleurs. Je vous relis la phrase. L'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe. Epstein. Alors maintenant, vous direz Epstein au lieu d'Epstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire. En fait, le problème dans la phrase de Mélenchon, il vient du fait qu'on a l'impression qu'il y a une intention cachée derrière le choix de prononcer Epstein et non Epstein, que ce serait une volonté occulte dont on ne comprend pas trop, en tout cas dans son discours, de qui elle viendrait, mais dont le but serait, je cite, de faire plus russe. En gros, Mélenchon, il dit qu'on ferait exprès de mal prononcer le mot pour russifier l'affaire Epstein. Et d'ailleurs, ça, Jean-Luc Mélenchon, il l'a confirmé dans un tweet, il a expliqué, je cite, j'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème, consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme. Pour bien comprendre, il faut savoir que le pédocriminel Jeffrey Epstein, s'il était américain et vivait aux USA, eh bien il est aussi soupçonné d'avoir été un agent d'influence rémunéré par des services étrangers et de gros soupçons se portent en partie vers la Russie, même si aujourd'hui on est loin d'avoir démontré quoi que ce soit, et à un possible système de chantage pour faire des pressions sur des personnalités. Et ce lien potentiel avec la Russie, il a été au centre d'un énorme battage médiatique, un traitement médiatique que certains trouvent disproportionné en rapport du temps accordé au reste de l'affaire, notamment l'implication plus ou moins importante de politiciens français comme l'ancien ministre Jack Lang ou Marine Le Pen et son ancien compagnon Louis Alliot qui sont tous deux aussi cités dans des échanges de Epstein. Et la ligne de défense de LFI concernant les propos qu'a tenus Mélenchon, c'est de dire qu'en fait Mélenchon, ce dont il parlait, en fait ça avait avant tout vocation à dénoncer le traitement médiatique de l'affaire qui se concentrait trop sur les liens de Jeffrey Epstein avec la Russie ou même sur la manière de dire son nom et qui occultait en fait le reste. Et je trouve que c'est une ligne qui peut quand même se défendre jusqu'à un certain point. Je suis d'accord personnellement sur le fait que la question par exemple des liens avec le RN, elle a été à peine effleurée dans les grands médias et qu'il y a plein de points de cette affaire qui est tentaculaire qui ont été très très peu traités médiatiquement. Mais je trouve aussi que la formulation de Mélenchon, elle a à minima un côté complotiste. On dirait vraiment qu'une espèce de main invisible a ordonné à tout le monde de changer la prononciation du nom pour détourner l'attention. Je cite « Alors maintenant, vous direz Epstein au lieu d'Epstein ». Je trouve que c'est des formulations qui sont quand même un peu tendancieuses, on va dire. Et ça l'est d'autant plus que si on est honnête, ça revient à ce qu'explique la sociolinguiste Maria Candéa. En fait, les deux prononciations sont acceptables. Et il s'est juste passé dans les médias ce qui se passe à chaque fois dans ce genre de cas. En fait, il y a eu une harmonisation. Au début, tout le monde dit un peu n'importe quoi, puis dans chaque rédaction, on décide d'une manière de dire pour que ce soit plus cohérent entre les journalistes. Et comme les médias se regardent entre eux, par la pratique, une formulation va être reprise partout sans qu'une machination soit forcément à l'œuvre. C'est un peu comme quand tous les journalistes ils disaient « la Covid ». Tout le monde disait le Covid au début, puis après on disait le et la Covid, puis d'un coup la Covid s'est imposée, puis à force, avec l'usage, on est revenu à dire le Covid parce que c'est l'usage qui a repris le dessus. Au final, il n'y a jamais eu de complot et c'est juste en fait une pratique professionnelle qui fait qu'on va dire d'une manière et pas d'une autre et qu'il peut y avoir parfois une harmonisation entre les différents médias. Et je trouve ça dommage de la part de Mélenchon d'aller dans ce registre complotiste sur un truc qui s'explique quand même plutôt
facilement. Maintenant, est-ce que ça fait de la déclaration de Mélenchon un dog whistle antisémite? Moi, franchement, j'en doute. Déjà, pour que ça fonctionne, pour que ce soit un dog whistle antisémite, il faut supposer, a priori, que Mélenchon fait explicitement référence aux antisémites et aux négationnistes que j'ai cités au début. Parce que je le redis, dans sa tournure, Mélenchon, il ne parle pas du tout des personnes juives. Donc pour que ça fonctionne, il faudrait considérer qu'il y a une tournure de phrase qui se ressemble et qu'il laisse aux gens le chemin à faire de reconnaître la tournure de phrase, de savoir qu'elle fait référence aux antisémites en question pour comprendre le double sens antisémite. Et déjà, premier problème, je suis pas très sûr que Mélenchon, il sache que ces gens existent. Parce que même si c'est très grave et qu'il faut en parler et les dénoncer, les discours de Soral et Yvan Benedetti sur l'affaire Epstein, c'est quand même assez niche. Même moi qui suis journaliste spécialiste de l'extrême droite, qui parle énormément de ce genre de sujet, franchement, j'avais raté cette théorie du complot. Si ma collègue journaliste Mélissa Amneris, elle m'avait pas envoyé les tweets que je vous ai cités tout à l'heure, franchement, je crois que je serais passé à côté. D'ailleurs, je tiens à le préciser, presque aucun des articles de presse que j'ai lus, que ce soit dans Libé, Le Monde ou même Mediapart, ne citait clairement d'exemples ou de verbatim issus de la sphère complotiste pour étayer leurs affirmations. On était sur Mélenchon fait référence à, mais on ne nous disait pas en nous montrant à quoi faisait référence Mélenchon précisément. On est quand même loin d'un truc aussi établi, par exemple, que le grand remplacement, qui est, je le rappelle, une théorie du complot antisémite qu'on voit pour le coup citée explicitement à la télévision aujourd'hui. Epstein, c'est beaucoup plus récent. Et oui, les théories du complot antisémite, elles existent autour de l'affaire Epstein, bien sûr, et elles circulent. Mais pour le coup, c'est dans vraiment une complosphère assez fermée. Donc déjà, moi, je trouve qu'on peut quand même dire que c'est possible d'être passé à côté et de ne pas le savoir. Je parle dans l'affaire Epstein. Le fait de jouer sur des noms et de jouer sur la mécompréhension de noms, ça a toujours fait partie de l'antisémitisme, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait que les antisémites le fassent autour de l'affaire Epstein, il n'y a aucun doute que c'est volontaire et que c'est parce qu'ils ont ce bagage historique de l'antisémitisme qu'ils le refont. Il y a aucun doute, d'accord? Je dis que dans ce cas précis, ce pan-là de l'antisémitisme, ce n'est pas ce qui est le plus ressorti de l'affaire, ce n'est pas ce qui a été le plus instrumentalisé par les sphères antisémites. Il y a eu une instrumentalisation par les sphères antisémites de l'affaire Epstein assez tôt, mais la question de la prononciation sur l'affaire Epstein précisément, c'est encore quelque chose qui est assez récent et qui est en train de se développer maintenant. C'est loin d'être installé et c'est loin d'être quelque chose que tout le monde a en tête quand il pense à l'affaire Epstein au départ, d'accord? Donc déjà, c'est pas dit que Mélenchon sache que ça existe. Maintenant, à supposer qu'il soit au courant, si on croit à la théorie du dog whistle, ça voudrait dire que Mélenchon, il adhérerait à ce discours et qu'il y croirait et qu'il y ferait même référence donc volontairement et publiquement. Premier problème, je pense qu'il faut quand même le rappeler, l'extrême droite antisémite et Mélenchon, c'est deux groupes opposés et qui se détestent formellement, voire existentiellement. Je rappelle que l'extrême droite antisémite, elle est viscéralement anti-Mélenchon. Tellement anti-Mélenchon qu'ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. On sait par exemple que le groupuscule terroriste Waffenkraft avait prévu de cibler des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Et en 2017, Logan Nizin, terroriste jugé et condamné par la cour d'assises spéciale de Paris en 2020 à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes, Logan Nizin, il avait déclaré en garde à vue en 2017 avoir songé s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à Marseille. Globalement, l'extrême droite, elle déteste Mélenchon et tout ce qu'il représente, l'égalitarisme, l'humanisme, le wokisme, l'antiracisme, la lutte contre les discriminations, etc., etc. Et cette haine, Mélenchon, à l'extrême droite, il lui rend bien. Je rappelle ces mots en commission d'enquête parlementaire en décembre 2025, je cite: pour ma part, je hais les nazis, c'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaie de transmettre à d'autres. Concernant l'antisémitisme, il sait aussi être plutôt clair. Je cite ce qu'il avait dit sur BFM en 2019. « Chaque juif dans le plus modeste village de France doit savoir que s'il est mis en cause parce qu'il est juif, il me trouvera à l'instant d'après à ses côtés. Tout ce qui ressemble à de la discrimination sur la base de la religion, du sexe ou de la couleur de peau m'insupporte au dernier degré et je la combats politiquement. » Donc, si on est dans l'hypothèse du dog whistle, ça veut dire qu'on croit que Mélenchon, du jour au lendemain, il s'est trouvé des points communs avec des fachos antisémites qui veulent le tuer et qui leur fait des clins d'œil dans ses discours. Alors, je dis pas que c'est totalement impossible, des retournements de veste en politique, moi je le dis clairement, il y en a tout le temps et ça peut arriver. Mais je pense que pour démontrer ça, personnellement, je pense qu'il faut avoir quelque chose de beaucoup plus solide
que une phrase de 20 secondes qu'on extrapole parce qu'elle ressemblerait un peu à ce qu'on aurait dit un autre gars si on regarde bien, et que finalement, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il est d'accord, quoi, hein. Surtout que, à mon sens, il y a un deuxième problème, encore plus gros, qui fait que l'hypothèse du dog whistle, elle me paraît vraiment pas solide du tout. Comme je l'expliquais tout à l'heure, pour démontrer un dog whistle, il faut démontrer avec certitude l'intention de l'émetteur et le décodage du message par une partie des auditeurs acquis aux mêmes idées. Donc déjà, sur l'intention de l'émetteur, je trouve la démonstration plus que fragile. Mais alors sur le décodage par les auditeurs, là, pour moi, ça tient plus du tout la route. Si on croit à la théorie du dog whistle antisémite, ça veut dire qu'il faut partir du principe qu'une partie du public de Jean-Luc Mélenchon à Lyon est acquis aux théories antisémites, et tout spécialement les théories antisémites de Soral et Ivan Benedetti, puisque c'est à ma connaissance les grosses figures publiques qui jouent sur l'affaire Epstein et sur la prononciation du nom. Sauf que politiquement, ces deux personnes, elles sont à l'extrême droite. Leur public n'est absolument pas de gauche. Le seul parti politique dont on peut catégoriquement rapprocher Benedetti et Soral, c'est le Rassemblement national. Ivan Benedetti, il a été au Front National pendant des années, il était membre du comité central du FN et conseiller municipal FN de Vénissieux. Et Soral, il était membre de l'équipe de campagne du FN, il a été sur les listes FN aux élections européennes et membre du comité central du parti lui aussi. Je trouve ça vraiment tiré par les cheveux de supposer que le public de Mélenchon, il serait suffisamment imprégné des théories complotistes et antisémites de gens qui sont clairement à son opposé de l'échiquier politique, et qu'en plus ce public donc de Mélenchon, il adhérerait donc à ces théories des complotistes et antisémites d'extrême droite et les connaîtrait au point de comprendre des références incroyablement obscures à des théories antisémites que Mélenchon insinuerait dans ses discours. Je suis désolé, mais ça pour moi, en tout cas, si on veut l'affirmer, il faut pouvoir le prouver. Faut m'interviewer des gens qui étaient au meeting de Mélenchon à Lyon, leur demander ce qu'ils ont compris au moment où Mélenchon a parlé de Epstein, et me sortir les extraits où ils disent, donc les fans de Mélenchon, ah oui, bien sûr, j'ai compris la référence à Soral et je suis super d'accord. Sans ça, pardon, mais on n'est plus dans le journalisme, mais on est dans la fiction. Rien dans ce que j'ai pu lire à propos de l'affaire, rien ne vient démontrer que dans les gens qui soutiennent un type qui a dit explicitement sur BFM, je le redis, ça c'est Mélenchon qui l'a dit, chaque juif dans le plus modeste village de France doit savoir que s'il est mis en cause parce qu'il est juif, il me trouvera à l'instant d'après à ses côtés. Tout ce qui ressemble à de la discrimination sur la base de la religion, du sexe ou de la couleur de peau m'insupporte au dernier degré et je le combats politiquement. Donc rien ne vient démontrer que des gens qui soutiennent un type qui a dit ça seraient en réalité acquis à des croyances antisémites. Donc rien ne permet de comprendre à qui s'adresserait le soi-disant dog whistle de Jean-Luc Mélenchon. On est dans un cas où non seulement le sifflet pour chien n'est pas du tout démontré, mais où en plus, si on est honnête, il n'y a pas de chien du tout. Alors, pour conclure, je dirais que bien sûr, l'antisémitisme n'est pas impossible à gauche. Il faut absolument garder l'œil ouvert, mais quand même, je tiens à le redire, encore faut-il que les accusateurs soient capables de démontrer ce qu'ils affirment. Et soyons clairs, dans la séquence de ce week-end, ça n'a pas vraiment été le cas. Malgré l'agitation collective, les preuves explicites, directes et indéniables ont lourdement manqué. En réalité, la sensation finale est celle d'une instrumentalisation politique, une instrumentalisation qui se moque totalement de l'antisémitisme et ne cherche qu'à créer un bad buzz cynique. Ce qu'on a vu, c'est une séquence où des politiciens ont juste profité à l'approche des élections municipales d'une occasion de taper sur un adversaire, d'une occasion de taper sur la gauche. Mais il serait peut-être bon que ces politiciens nettoient devant leur porte avant de faire des leçons de morale aux autres, parce que concernant l'antisémitisme, on a pu observer ces dernières années des dérives bien plus nettes et bien plus graves dans la classe politique que ce dont a été accusé Mélenchon ce week-end. Macron, par exemple, qui a cité Maurras à l'Assemblée, Maurras, le père de l'antisémitisme d'État. Macron qui a aussi voulu réhabiliter Pétain et qui a nommé comme ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un ancien sympathisant de l'Action française, un mouvement pourtant fondé sur l'antisémitisme. Macron, dont Aurore Berger, sa ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, parlait il y a quelques jours encore, je cite, d'anti-France, une expression elle aussi inventée par l'antisémite Charles Maurras. Et surtout, n'oublions pas le parti où les personnes, les vraies personnes qui jouent sur le nom Epstein pour faire courir des rumeurs complotistes ont fait leurs armes, le Rassemblement national. Je trouve stupéfiant qu'avec la couverture médiatique autour de l'affaire, aucun média n'ait pris le temps de remonter l'origine de cette théorie du complot et de la rattacher formellement à l'extrême droite. Je le redis, parmi les influenceurs de la haine derrière cette théorie antisémite, on trouve des gens comme Ivan Benedetti et Alain Soral, des gens qui ont tous deux construit leur carrière politique dans le parti de Marine Le Pen et qui ont tous deux été au comité
comité central du FN. Et ça n'a rien de surprenant, car si en France tous les partis politiques ont du chemin à faire sur la question de l'antisémitisme, il y en a un et un seul qui est fondé sur l'antisémitisme de A à Z, et c'est le Rassemblement national. Je rappelle que le RN est fondé en 1972, il s'appelle alors le FN, le Front National, et il est tout simplement créé par d'anciens nazis, et notamment des SS comme Léon Gauthier ou Pierre Bousquet. D'ailleurs, Pierre Bousquet, qui dépose les statuts du FN avec Jean-Marie Le Pen, est un ancien nazi qui plaidera jusqu'à sa mort pour la réhabilitation du nazisme et qui ne niera jamais ses liens avec les SS. Après sa création, le FN deviendra un haut lieu de l'antisémitisme en France. Son président et leader, Jean-Marie Le Pen, s'illustrera régulièrement par des sorties antisémites extrêmement violentes. En 1987, il dit par exemple que les chambres à gaz sont, je cite, un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Condamné pour apologie de crimes de guerre et pour contestation de crimes contre l'humanité, il reste pourtant le candidat du Front National au présidentiel jusqu'en 2007 et son président d'honneur jusqu'en 2018. Et ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont reconnu l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen à ce jour. En parallèle, le numéro 2 du FN aux côtés de Jean-Marie Le Pen, François Duprat, participera grandement à la traduction et à la diffusion des discours négationnistes en France. Le FN est donc actif et il joue un rôle central dans la montée de l'antisémitisme en France après la guerre. Et ça ne changera pas avec Marine Le Pen. Comme je l'ai dit, Marine Le Pen se rapproche du négationniste Alain Soral, dont le discours antisémite était pourtant connu depuis 2004. Et en 2007, Alain Soral rejoindra même le comité central du Front National. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont aussi tous les deux proches du GUD et notamment de Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon est pourtant très lié avec Soral et Dieudonné. Il est connu pour avoir fait un salut nazi pendant la Marseillaise et est décrit par d'anciens du RN comme, je cite, obsédé par Hitler. Pourtant, lors de la dernière campagne des européennes de 2024, il était toujours le prestataire communication du RN et de Jordan Bardella. Marine Le Pen décrit d'ailleurs Frédéric Chatillon comme, je cite, un ami. Voilà, je peux pas tout mettre concernant le RN, tellement il y a d'affaires qui relient le RN à l'antisémitisme, mais vous avez l'idée. Ça, c'est des liens directs, formels et pas extrapolés. Le RN est totalement lié à l'antisémitisme dans sa forme la plus ignoble et la plus violente. Et je crois qu'il serait de bon ton de ne pas perdre de vue qu'aujourd'hui en France, il n'y a qu'un seul parti fondé par des nazis qui a participé activement à diffuser de la propagande antisémite pendant des décennies. Oui, en France, il n'y a qu'un seul parti dans lequel on trouve à de très hauts postes des antisémites forcenés, et ce parti, ce n'est pas LFI, c'est le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella.